C'est un beau matin, un matin de juin, que j'ai été convié chez monsieur Olivier Mazéas. Situé près de l'étang du Ter, cet agriculteur passionné a réussi un pari. Pionnier dans son domaine, il a défriché un terrain pour se lancer dans l'agroécologie, loin des bruits de la ville. Un petit coin de paradis, nommé terre ferme, où les profanes y passeraient bien leurs vacances. Un petit tour du propriétaire dans la partie maraîchage. Un terrain de 3000 m² sur 4 hectares. Le semis, vous voulez dire par là, tu veux dire par là Bah en fait moi je pars toujours de la graine. Il y a pas mal de maraîchers qui commandent leur plan en fait. Qui D'accord. arrivent par camion dans les fermes en fait. Moi je pars toujours de la graine, je considère que ça fait partie du métier. Je pars de la graine pour récolter et pour vendre aux clients, aux consommateurs. Donc tout part d'ici en fait. Tous les semis sont faits là. Après il y a des semis directs qui sont faits directement avec un semoir aussi. Mais pour transplanter ensuite, repiquer, ça part d'ici, de la graine. Et jamais de graine hybride non plus, c'est que de la graine biologique qui vient d'artisans semenciers. Voilà. D'accord. Ou des graines que je reproduis moi-même au fur et à mesure maintenant que voilà, j'ai investi dans pas mal de graines au départ chez des semenciers. Il y a certaines familles de légumes qui sont assez faciles à reproduire après. Donc voilà, j'essaye de garder aussi mes graines après et de les reproduire. D'accord. Olivier nous présente même sa petite ruche. Certaines espèces d'insectes comme le frelon asiatique. Et puis pour les abeilles, il y a aussi un problème surtout de nourriture dû à la perte des habitats. En fait, il y a de moins en moins de champs avec des fleurs ou de nature, de forêts avec des fleurs. Donc il y a de moins en moins de nourriture à trouver. Ouais. D'accord. Il y a à la fois une pollution chimique, une destruction physique des habitats, et puis après il y a des espèces invasives qui viennent un petit peu déséquilibrer, on va dire, les populations de certains insectes, comme le frelon asiatique ici. Et on est pas mal embêté avec ça. Ouais, on avait vu une vidéo d'un rucher d'un apiculteur qui avait poussé une gueulante au niveau européen parce que toutes ces abeilles étaient mortes. Ouais. Ah ouais. Bah, c'était il y a 1 an à peu près, à la sortie de l'hiver. Oui, en Bretagne, il y a eu beaucoup de casses en fait. Et donc il y a eu une marche entre le Fawet et puis Rennes en fait, pour protester. Voilà. Et pour aller, on va dire, enterrer leur ruche de manière symbolique. Donc, ils ont eu beaucoup de pertes. A priori, beaucoup dû aux pesticides, mais c'est très difficile de faire la part des choses entre les différentes raisons en fait. Voilà. Il y a à la fois les pesticides, il y a la destruction des habitats et de tout ce qui est source de nourriture pour les abeilles. Et puis voilà, le frelon asiatique qui est embêtant aussi. Puis il y a certaines maladies, certains parasites de l'abeille qui aussi se développent beaucoup. Voilà. Et sans doute en partie dû à des déséquilibres écologiques aussi. Voilà, parce qu'il y a des destructions d'habitats. Olivier Mazéas, bonjour. Bonjour, bienvenue à la ferme. Merci. Vous avez accepté une interview pour la chaîne Humanities Mirror, chaîne qui décode des problèmes actuels de l'humanité. De nos jours, monoculture et agriculture intensive sont mondialement répandues, au point que d'autres méthodes nous paraissent obsolètes. Cette agriculture moderne a permis à l'homme son urbanisation et l'amélioration des prix de sa nourriture. Il subsiste toutefois une prise de conscience des nombreux effets néfastes de cette modernité pour l'environnement et la nature. Alors, de nombreux pionniers ont commencé à réfléchir à créer des alternatives. L'exemple qui nous intéresse aujourd'hui concerne la permaculture. Très bien. Alors, pouvez-vous vous présenter succinctement ? Moi en fait à l'origine j'ai fait des études de sciences, plus particulièrement en chimie. Et j'ai fait un doctorat ensuite en sciences de l'environnement, voilà, en chimie de l'environnement. J'ai bifurqué un petit peu vers ce qui m'intéressait depuis le départ en fait, plutôt l'environnement et la nature. Et il a fallu faire d'abord de la science et de la chimie pour arriver jusque là. Et puis donc j'ai fait un doctorat dans le domaine des pollutions de l'environnement et plutôt
du milieu marin. J'étais passé un petit peu aussi par les pesticides dans l'agriculture, hein, mais ensuite le doctorat ça a été sur le milieu marin, pollution par les hydrocarbures. Et puis ensuite je suis allé faire un post-doctorat aux États-Unis sur les changements climatiques. Voilà. Et c'est là-bas que j'ai découvert un petit peu la permaculture et l'agroécologie surtout, d'une manière générale. Voilà. Je connaissais déjà pas mal la science écologique. Et l'agroécologie, voilà, ça m'a permis de connecter ce que je connaissais un petit peu du fonctionnement de la planète avec la production alimentaire en fait. Voilà. Et ça m'a mis les doigts dans l'engrenage d'un truc tout d'un coup extrêmement passionnant. Très bien. Alors, qu'est-ce que la permaculture? Alors, la permaculture, ça c'est une très bonne question. Permaculture, si on décompose le mot, c'est anglo-saxon à l'origine, c'est la culture permanente. À l'origine, c'était surtout l'agriculture permanente, mais ensuite, après, ils ont élargi le concept à la culture permanente, la culture humaine permanente, et comment habiter la planète finalement de manière durable et soutenable. C'est ça un petit peu ce qu'il y a derrière. Et si on veut vraiment globaliser le concept, c'est essayer de penser et de concevoir comme la nature fait. C'est ça la permaculture. On s'inspire de la nature parce qu'on en fait partie et qu'on ne peut pas faire sans. Et que c'est la chose qui nous montre comment on peut faire de la manière la plus efficace et la plus durable, la plus soutenable. Comme par exemple une forêt. C'est une des choses les plus durables sur la planète. Donc la seule façon de pouvoir vivre de manière durable sur la planète, c'est de s'inspirer de la nature. Voilà. Donc essayer de comprendre comment elle fonctionne. Et la permaculture nous donne des outils et une méthode pour essayer de concevoir au plus près de ce que fait la nature. Voilà, c'est ça la permaculture. D'accord. Et vous ne faites pas de permaculture, vous en êtes inspiré? Alors, c'est difficile de dire qu'on fait de la permaculture. En général, les gens disent qu'ils s'inscrivent dans une démarche permaculturelle. Voilà, parce que, si vous voulez, il y a une méthode qui est à suivre et qui permet en fait que chacun s'adapte à son contexte. À la fois à son contexte physique, environnemental, géographique, et aussi à ses propres objectifs, à son propre caractère, ses propres capacités. Voilà, donc pour chacun c'est différent. Et voilà, on s'inscrit dans une démarche permaculturelle en fait. Voilà. Et c'est pas uniquement quelque chose qui est en rapport avec l'alimentation seulement, c'est beaucoup plus global, c'est comment on peut vivre de manière durable sur la planète, comment on peut habiter la planète de manière durable. Donc ça touche à tous les domaines en fait. C'est la production alimentaire, mais c'est aussi l'habitat écologique, ça va être l'éducation, l'économie. Comment est-ce qu'on peut interagir, comment est-ce que nos interactions économiques peuvent être durables. Voilà, donc ça s'inspire de la nature avec énormément d'interactions en fait. J'ai l'habitude de dire qu'en fait la permaculture ça se reconnaît pas à des choses physiques, ça se reconnaît à des choses qui se font. C'est des choses qui ont lieu, c'est pas des choses qui sont physiquement. C'est des interactions, comme la science écologique. Très bien. Alors, quelle différence entre vos cultures, la mono et permaculture? Comment la nommez-vous? Comment fonctionne-t-elle? Alors, la différence, en fait, il y a énormément de différences entre, on va dire, l'agriculture conventionnelle, c'était ça un petit peu la question, et la permaculture. D'un point de vue technique, si on parle vraiment là plutôt de l'agriculture, c'est ça hein? La différence entre vos cultures, la mono et la permaculture. Ouais. Alors, en fait, en permaculture, on va s'inspirer de la nature, et notamment de la forêt, par exemple. Dans la forêt, c'est pas une monoculture, une forêt. Si on a des arbres et que c'est une monoculture, ça veut dire que c'est un bois planté. C'est pas une forêt. Une forêt, c'est une communauté. Une communauté avec différents arbres déjà, différentes espèces d'arbres. Et il ne va pas y avoir que des arbres en fait dedans dans cette forêt. Il va y avoir des arbustes qui vont être sous les arbres. Il va y avoir des plantes qui vont être sous les arbustes.
il va y avoir de l'herbe, où il va y avoir du lierre, des plantes rampantes, des plantes grimpantes. Et puis il y a toute la vie du sol, il y a toute la faune qui vit dans les arbres. C'est toute une communauté en fait. Et si on fait le parallèle avec les cultures, c'est ce qu'on essaye de reproduire en fait au niveau d'une ferme en permaculture en fait, ou en agroécologie. On essaye de reproduire cette complémentarité, cette communauté qu'il peut y avoir avec une complexité d'interaction qui fait en fait que c'est durable. Parce qu'il y a des phénomènes de régulation entre tous ces différents éléments qu'il peut y avoir dans une forêt et qu'on essaye d'avoir dans nos cultures en fait. Donc c'est l'exact opposé d'une monoculture. Voilà. Une monoculture, c'est je fais un seul légume ou une seule céréale et je mets un grand panneau pour les ravageurs ou pour les maladies en disant venez manger. Ou alors on mélange plein de choses et on a quelque chose qui est beaucoup moins fragile, où il y a des phénomènes de régulation et des équilibres qui se mettent en place pour arriver à quelque chose où finalement on n'a pas besoin d'intervenir en fait. On se met dans une situation d'autonomie en fait. Voilà. C'est la nature qui travaille pour nous en fait. On fait en sorte de laisser travailler la nature. Très bien. Donc, comment pouvez-vous nous dire comment fonctionne votre parcelle ici? Alors oui, donc ici c'est toute la partie qui est en maraîchage on va dire. Donc il y a l'espace fait à peu près 3000 m². Et en termes de planches de culture véritables, sans compter les allées, sans compter les espaces qui ne sont pas utilisés, ça fait 1000 m². Et c'est décomposé en 12 parcelles en fait. Et grosso modo, j'ai un système de rotation où j'ai, on va dire, des familles de légumes qui sont attribuées par saison et qui s'enchaînent en fait, suivant une logique qui m'est propre, qui s'inspire de la nature, et où en fait, même au sein d'une parcelle, je vais avoir un mélange de beaucoup de légumes déjà en soi. Voilà. Donc 12 parcelles avec des serres aussi, des serres qui sont sur ces parcelles-là et qui se déplacent en fait, qui sont démontées et remontées en une demi-journée et qui suivent les cultures. Voilà. Il n'y a pas une serre qui reste toujours au même endroit avec le sol qui est toujours un petit peu impacté par cette présence d'une serre. Ça se déplace, donc le sol peut se régénérer avec l'apport de pluie, voilà, pas toujours une irrigation artificielle, mais il va y avoir de la pluie qui va revenir, ce sol va être de nouveau exposé aux éléments. Et voilà, donc une rotation avec grosso modo en général 2 cultures par an sur une parcelle, ce qui fait en fait une rotation de 24 cultures au final, donc quelque chose de relativement complexe. Voilà, donc les légumes ne reviennent pas souvent au même endroit en fait, et donc ça évite l'installation de maladies, de ravageurs. Voilà. Très bien. C'est super intéressant. Je balance plein de choses. Hein. Ah oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, quels sont les inconvénients de la monoculture intensive? Quels sont les vôtres? Alors, en monoculture intensive, moi j'y vois énormément d'inconvénients. La monoculture intensive, il faut la voir de manière globale en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on a un système où on essaye de simplifier au minimum en fait. C'est-à-dire qu'on essaye de se séparer au maximum de la nature pour assister au maximum sa culture en fait. Et on se retrouve à en général beaucoup travailler la terre. Donc on va avoir tendance à fatiguer sa terre, à l'oxyder, à l'épuiser d'une manière générale. D'autant plus que quand on a une monoculture et si on ne fait pas beaucoup de rotation, on va aussi l'épuiser en termes de nutriments encore plus, parce que on va avoir les mêmes légumes ou les mêmes cultures, hein, ça peut être en céréales ou en grande culture aussi, ces cultures-là qui vont toujours prendre les mêmes nutriments dans la terre, et avec très peu de choses qui vont être remises dans la terre en fait.
On se retrouve avec des systèmes qui sont sous perfusion en fait, d'une certaine manière. Et en plus, cet aspect monoculture fait que on se retrouve avec quelque chose de très fragile parce qu'on se sépare énormément du fonctionnement naturel d'un écosystème et finalement on se retrouve à devoir énormément intervenir. On se met dans une situation où on se met en danger en fait parce que on veut tout contrôler. Et quand on veut tout contrôler, on s'épuise au final. On s'épuise parce qu'on y investit énormément d'énergie. Alors c'est des énergies... Ça peut être le tracteur, il faut énormément de carburant, les énergies fossiles. Les pesticides pour contrôler les ravageurs, parce qu'on fait une monoculture, donc forcément ça attire tous les ravageurs de cette monoculture-là, les ravageurs ou les maladies. Les maladies sont bien souvent des ravageurs en fait, parce que c'est souvent des champignons par exemple, ou des bactéries. Et en fait c'est des êtres vivants qui viennent parasiter les cultures en fait. Donc on se retrouve avec les pesticides en plus qu'on doit rajouter parce qu'on fait quelque chose qui s'éloigne trop du fonctionnement de la nature. Et en plus de ça, on a les engrais, on rajoute beaucoup d'engrais justement pour pallier au fait qu'on va toujours appauvrir son sol en fait. Donc on est dans un système sous perfusion où notre sol on le considère juste comme un substrat mort et on va venir y rajouter à manger pour nos plantes. On va venir toujours travailler la terre, toujours épuiser la terre, toujours ne pas favoriser la vie du sol. Et on se retrouve avec un système qui n'est pas fonctionnel en fait. Complètement dysfonctionnel, beaucoup d'énergie à fournir pour maintenir cette pratique qui n'est pas durable. Voilà. C'est tellement pas durable que globalement on estime à peu près qu'il faut, pour produire par exemple 1 calorie d'aliments, en agriculture conventionnelle, il faut investir 10 calories, que ce soit en énergie fossile, pour les tracteurs, que ce soit en pesticides ou en engrais. Ça demande énormément d'énergie de produire tout ça, de fournir ce travail-là. Et ça me semble assez aberrant qu'il faille utiliser plus d'énergie qu'on va en faire sortir de ce système-là. Notre agriculture actuelle, elle utilise 10 calories, elle fait rentrer 10 calories dans le système de la ferme et elle n'en fait ressortir qu'une. Donc ça pour moi c'est pas de la production, c'est du gâchis, c'est de la destruction. Alors que par exemple si on considère avant-guerre, avant la révolution verte qui a mené à l'agriculture conventionnelle, on allait investir 1 calorie pour en faire sortir du champ 2,5 calories. Là, on avait de la production. On produisait là. Là, on était dans la magie du fonctionnement de la nature. On produit vraiment. L'agriculture intensive, l'agriculture productiviste, elle n'est pas productive, elle est destructrice. Et tout l'intérêt de cette nouvelle agriculture qu'on essaye de mettre en place, une agriculture écologique qui s'inspire de la nature, c'est d'essayer de faire encore mieux que l'agriculture d'avant-guerre, où on avait des savoirs traditionnels, qui étaient inspirés beaucoup de la nature déjà, mais maintenant on a tous les apports de la science écologique, qui sont énormes, et qu'il faut intégrer dans des choses... le fonctionnement de la nature, c'est très complexe. Donc on a un travail très complexe à faire. Exactement l'inverse de l'agriculture conventionnelle, où on essaye de tout simplifier, en fait, pour maîtriser. Là, il faut faire un travail complexe pour réussir à, je ne sais pas, par exemple, investir 1 calorie pour en faire sortir 10, par exemple. Voilà. Ça, c'est le potentiel de l'agriculture qu'on essaye de faire. Voilà. Quels sont les inconvénients de cette agriculture dont je parle, là, écologique? C'est qu'elle est complexe. C'est un inconvénient, mais moi, j'y vois pas spécialement un inconvénient, j'y vois quelque chose de passionnant, en fait. Il faut réussir, il faut s'investir dans quelque chose de complexe. Dans notre société où il y a de moins en moins de sens, les jeunes aujourd'hui, ça ne les fait pas rêver, quoi, ce que leur propose la société en termes d'emploi, souvent. Et ben, il y a des choses passionnantes en fait. Il y a plein de choses, le champ des possibles, il reste encore énorme, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et il y a du travail, quoi. Il y a beaucoup de travail. Donc, beaucoup de travail qui n'est pas enseigné à l'école, vous pensez? Vous qui avez, enseigner à l'école, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires, qui sont enseignées à l'école. Et on va vers... c'est essentiellement une accumulation des savoirs qu'on essaie d'avoir dans le système pédagogique français.
on n'est pas vraiment dans le savoir-faire, on n'est plus dans les savoirs manuels, on n'est plus dans l'épanouissement, on n'est plus dans essayer de développer le potentiel des gens. C'est plutôt l'éducation, c'est comment formater les gens pour qu'ils rentrent dans le système existant. Moi, je verrais plutôt l'éducation comme quelque chose qui permet de développer le potentiel unique de chaque personne pour enrichir la société. Voilà, donc il y a du boulot pour réussir à faire ça, quoi. Enrichir la société. Voilà. Essayer de ne pas stagner dans des choses... Dans des modèles. Dans des modèles, ouais. Essayer de toujours bouger et de s'enrichir. Voilà. Voilà pour les inconvénients de l'agriculture écologique. Entendu. Utilisez-vous un sol en jachère? Alors, un sol en jachère, ça m'arrive pour l'instant d'utiliser des sols en jachère. C'est-à-dire que finalement, on le laisse à la nature, en fait, pendant un certain temps. C'est pas spécialement prévu dans mon système. Mais pour l'instant, comme je sors de ma période d'installation et de développement, il y a des zones qui sont de manière plus ou moins involontaire en jachère. Finalement, dans mon système de culture, quand on parlait de mes rotations sur 12 parcelles tout à l'heure, j'ai prévu de temps en temps des cultures d'engrais verts. On appelle ça comme ça en agriculture. On va faire des cultures qui ne vont pas être récoltées, qui vont servir à renourrir le sol. On sait qu'il y a certaines cultures qui vont permettre de manière efficace de réapporter des choses dans le sol et de travailler la structure du sol avec les racines de ces plantes-là pour avoir de meilleures cultures, ensuite par la suite de meilleures récoltes. Donc on appelle ça des cultures d'engrais verts. Soit on va semer quelque chose qu'on connaît, comme par exemple ça peut être, je sais pas, une céréale et une légumineuse par exemple. Ça c'est deux choses qui vont apporter des choses différentes dans le sol et en termes d'engrais verts, c'est assez classiquement utilisé. Donc on va cultiver ça et ensuite on va le laisser, enfin suivant les pratiques, moi j'ai tendance à le laisser en paillage sur mon sol en fait. Ce qui est l'équivalent d'une litière de la forêt quand les arbres perdent leurs feuilles à l'automne. Et le sol reste couvert comme ça. Moi j'utilise cet engrais vert là pour faire ça. Et ça réenrichit le sol, ça stimule la vie du sol. Et une jachère, finalement, c'est comme une culture d'engrais vert, sauf qu'on ne sème pas en fait, on laisse la nature faire le semis avec des plantes sauvages. Voilà. Donc on peut faire les deux. La jachère c'est super parce que ça va épuiser un petit peu les mauvaises herbes, les graines de mauvaises herbes dans le sol. Voilà. Ah oui. Et bah oui, parce que finalement c'est les graines de mauvaises herbes, on travaille sa terre et on laisse germer. Voilà. Et ensuite on va utiliser une pratique ou une autre. Moi j'ai pas de tracteur ici. Je ne pratique pas de travail de la terre ou d'enfouissement. Souvent on dit qu'on va détruire son engrais vert et qu'on va l'incorporer dans son sol. Moi je fais jamais ça. Je laisse toujours en surface la végétation, les cultures. Parce que dans une forêt, si on regarde le fonctionnement d'une forêt, ça tombe en surface, la végétation, que ce soit des feuilles mortes, des branches, des plantes de sous-bois qui meurent. Ça tombe en surface et ensuite c'est la vie du sol qui vient dégrader tout ça, décomposer, et c'est incorporé petit à petit pour faire du nouveau sol. Donc c'est ce que j'essaye de faire ici. Donc moi je vais plutôt soit faucher, soit recouvrir d'une bâche par exemple, ou remettre du paillage par-dessus pour faire mourir cette culture en fait, et pour qu'elle soit incorporée dans le sol. Voilà une pratique de la jachère. Mais la jachère pour moi c'est pas du repos du sol, c'est du travail du sol, mais un travail naturel. On enrichit le sol. C'est une autre manière de penser l'agriculture. Ah ouais, tout à fait. Pour moi il n'y a pas de... Reposer un sol, ça n'existe pas en fait. La nature, elle travaille tout le temps. Il n'y a pas de repos. Par contre, ce qui va se passer, c'est que quand on fait ce genre de choses-là, en fait, on va réenrichir son sol parce qu'il faut comprendre, on a tendance à ne pas comprendre ça, que quand on fait pousser une plante, il y a à peu près 5% de la biomasse, du poids de cette plante-là, qui vient du sol.
il y a 95% qui est puisé de l'atmosphère. Donc quand on fait une culture ou qu'on fait une jachère, on vient fixer de la matière dans nos plantes. Beaucoup de cette matière-là vient de l'atmosphère, par photosynthèse. Et quand on réincorpore dans notre sol, pas forcément en travaillant la terre, ça peut être juste en l'utilisant comme paillage, on vient rajouter de la matière en fait. On peut faire de la création de sol parce qu'il y a énormément de la matière qui vient de l'atmosphère en fait quand une plante pousse. Voilà. Si on restitue la culture au sol, sans faire de récolte, on va réenrichir son sol. Comment faire de la permaculture pour celui qui veut se lancer dans son jardin, pas en tant qu'agriculteur, mais quels conseils à donner? Quelle facilité entre petites et grandes échelles en fait? Ouais. C'est une excellente question ça. C'est pas toujours très simple de faire de la permaculture. Une des premières raisons pour ça, c'est qu'en fait on se repose sur des mécanismes naturels en fait. Et faire de la permaculture dans un jardin en ville et faire de la permaculture comme moi ici alors moi je suis en milieu semi-urbain, on va dire, en périurbain, mais je suis quand même dans un couloir écologique. Je suis dans ce qu'on appelle la trame verte du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient. Et donc je me retrouve dans une espèce de coulée verte comme ça. Et le fait de m'y être inséré, je bénéficie d'énormément de mécanismes naturels, de ce qu'on appelle des services écologiques, qui sont déjà existants. Avec notamment les oiseaux, il peut y avoir des crapauds, énormément d'insectes qui sont sur place. Et comme je suis un gros feignant, je suis juste venu m'y insérer en fait. Donc je bénéficie de tout ça. Je sais pas, la famille des carabes par exemple, une famille d'insectes, dont font partie les scarabées, qui mangent les limaces. Ou par exemple des hérissons qui vont manger les limaces aussi. Et ben dans un jardin de ville, c'est beaucoup plus compliqué d'aller bénéficier de ce genre de service-là en fait. Parce qu'on a quelque chose d'extrêmement artificiel. Et quand on veut s'inspirer de la nature et utiliser les services de la nature, ben la première chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut recréer de la vie en fait. Il faut recréer des habitats pour la vie en fait. Et les bonnes conditions pour la vie. Donc ça va être à la fois peut-être essayer d'avoir un jardin un petit peu moins propre que ce qu'on avait avant, laisser un petit peu plus de végétation, de feuilles mortes, des tas de bois à certains endroits, des pierres, des habitats. Il faut créer des habitats pour la vie en fait, pour la faune. C'est comme ça qu'on va réussir à créer des équilibres en fait, des systèmes, des mécanismes de régulation qui vont éviter qu'on ait des problèmes avec certains ravageurs. Ça, pour moi, c'est la première chose. Ensuite, il y a, en permaculture, on fait très attention à son sol. Il faut essayer d'avoir un sol vivant. Donc, on essaye il faut avoir un sol qui est décompacté, pas un sol dur. On ne vient pas marcher sur le sol qu'on veut cultiver. On le décompacte une fois et après on le laisse tranquille. On marche dans des allées. Et puis il y a la planche de culture qu'on va utiliser pour planter. Il faut juste se mettre en situation naturelle, en situation où on laisse la vie faire. C'est ça le boulot en fait d'un permaculteur, c'est de s'assurer qu'on laisse la nature faire le travail. Voilà. En termes de quantité de travail moins épuisant ou plus de boulot que pour l'agriculture moderne? Alors il y a beaucoup de travail, mais c'est un travail passionnant et où finalement on se donne le temps de faire des choses et d'observer et juste d'essayer d'avoir des bonnes pratiques pour être dans le non-agir. Donc c'est du travail à ne rien faire, ou à observer et à apprendre, et à changer ses pratiques, toujours, pour essayer d'intervenir le moins possible. Quand je veux dire qu'on intervient le moins possible, ça ne veut pas dire qu'on est une grosse feignasse qui ne va rien faire. C'est juste qu'on va faire le minimum de ce qui n'est pas nécessaire, et ça nous laisse du temps pour faire autre chose. Comme par exemple, plus de temps pour faire plus de semis, plus de temps pour faire plus de récoltes. C'est ça les choses qui sont vraiment importantes à faire en agriculture.
moi, mon objectif, c'est pas, je suis pas conducteur d'engin. Je veux pas utiliser un tracteur toute la journée, brûler du fuel pour, enfin du carburant pour faire des rangs et des rangs de champs à perte de vue. Donc ça m'intéresse pas d'aller tout le temps conduire un tracteur, être dans le bruit du tracteur pour faire des va-et-vient, à travailler la terre, à semer, à repasser pour travailler la terre pour empêcher les mauvaises herbes de pousser, ou carrément à utiliser des pesticides. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de manier la graine et de gérer une parcelle pour arriver jusqu'à la récolte, en fait. Voilà. Donc, il y a plus de travail manuel, moins de conduite d'engin. Ça me paraît plus épanouissant. Quelles ont été vos difficultés pour vous lancer? Alors, la première difficulté, c'est d'accéder à l'information et au savoir. Il y a énormément de choses à savoir et la première chose, c'est qu'on est face à énormément de complexité. Donc il faut savoir gérer ça. Ça a été la première difficulté. On est face à énormément d'informations pour essayer de comprendre comment fonctionne la nature et comment on peut en tirer des pratiques cohérentes pour des cultures. Ça, c'est la première chose, réussir à gérer ça, cet influx d'informations. Et c'est souvent ça dans notre société, de toute façon, en ce moment. Énormément d'informations et il faut trier. Voilà, donc c'est la première chose. La deuxième chose plus concrète, c'est l'accès à de la terre. Ça, c'est une des choses les plus compliquées aussi en ce moment. L'accès à la terre, à une parcelle, D'accord. un terrain pour pouvoir cultiver. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose qui est très compliquée. Donc, il faut s'armer de patience et puis essayer de passer entre les mailles du système parce que c'est compliqué de trouver un terrain de nos jours. Il y a notamment, déjà de toute façon, sur des systèmes agroécologiques comme ça ou de permaculture, on va dire de micro-fermes en général, où on n'a pas besoin d'utiliser des grandes parcelles. On a des problèmes avec les interlocuteurs institutionnels parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ait besoin de si peu de terrain en fait. Parce que pour eux, sur une planche de culture que moi je vais utiliser, où je vais faire 16 rangs de carottes, eux ils vont en faire, dans leur modèle, ils vont avoir 3 rangs de carottes. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles en fait. Et c'est très compliqué de paraître crédible. Parce que quand on dit qu'on a besoin que de quelques milliers de mètres carrés, eh ben ça rentre pas dans les cases en fait des institutions. Donc déjà on ne peut pas passer pour un professionnel. Et si on ne peut pas passer pour un professionnel, on n'a pas le droit de vendre. Donc ça complexifie les choses. Voilà. Ça s'est un petit peu simplifié, c'est devenu plus souple très récemment. Où maintenant en fait les institutions ne se basent plus uniquement sur la surface cultivée, mais aussi sur le nombre d'heures passées à travailler. Donc si on déclare un certain nombre d'heures, on peut avoir le statut d'agriculteur. Donc ça a pas mal simplifié les choses, voilà, pour faciliter l'installation de gens. Voilà. Mais une des choses les plus complexes, c'est de réussir à trouver un terrain, quoi, parce qu'ils sont déjà pas mal monopolisés. Une bouchée, un petit rhume. 3 enfants à la maison qui ramènent des microbes. Je peux parler d'une dernière chose pour les difficultés, si tu veux, oui, c'était en termes de financiers. Sinon, une des choses qui est compliquée, mais pas si compliquée que ça finalement, pour s'installer dans un projet de type micro-ferme comme celui-ci, c'est que il a fallu à un moment donné que j'aille à la chambre d'agriculture pour présenter mon projet. Et la première chose qu'ils m'ont demandé à la chambre d'agriculture, je me suis assis en face d'eux, il y avait 3 conseillers de la chambre d'agriculture, et la première chose qu'on m'a demandé,
Je sais plus si on m'a dit bonjour au début, mais la première chose qu'on m'a vraiment demandé, c'est alors qu'est-ce qu'ils en pensent les banquiers de votre projet? Moi je venais à la chambre d'agriculture pour discuter un petit peu justement, et eux étaient censés surtout voir si mon projet était cohérent. Et en fait ils se sont inquiétés de savoir si les banquiers pensaient que c'était cohérent mon projet. Pour moi un banquier c'est pas la personne la plus capable pour réussir à juger de la cohérence d'un projet agricole. Donc je pensais que c'était la chambre d'agriculture qui allait juger un petit peu de ça. Et grosso modo, derrière cette question-là, il y avait les problèmes de financement d'une exploitation agricole, en fait, et si ça allait être rentable. Moi, dans le type de micro-ferme, enfin dans le système des micro-fermes, un des gros intérêts, c'est qu'il n'y a pas à s'endetter énormément, en fait, voire à pas à s'endetter du tout si on procède bien. Moi, quand je me suis installé, en fait, j'ai fait une campagne de financement participatif pour pouvoir couvrir les premiers investissements que j'avais à faire. En fait. Il fallait que j'achète des serres et il fallait que j'ai un système d'irrigation. Voilà, c'était ce qu'il me fallait pour pouvoir démarrer. Et donc j'ai fait une campagne de financement participatif à hauteur de 10 000 €. Et c'est ce qu'il me fallait en fait pour acheter mes petites serres et mon système d'irrigation. Voilà. Et 10 000 €, et ben, c'est pas tout à fait le budget que la Chambre d'agriculture a en tête pour un investissement d'installation agricole. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes échelles en fait. On a besoin de très peu de moyens. C'est quoi les échelles habituelles Eh ben, c'est en centaines de milliers d'euros les investissements. D'accord. Voilà. Moi, j'ai eu une petite formation à faire à la Chambre d'agriculture et il y avait d'autres personnes qui étaient en projet d'installation et qui avaient des millions d'euros de prêts auprès des banques pour construire des entrepôts, pour des hangars, pour leurs volailles par exemple. Il y avait des millions d'euros d'installation en fait. Donc là on démarre avec une énorme pression sur les épaules. Et puis il y a les tracteurs, il y a les systèmes d'irrigation, il y a des très grandes serres, il y a beaucoup de choses, tout ça s'additionne en général, ça se compte en au moins 100 000 €. Je ne me connais pas trop, je dois avouer. Je suis plutôt dans les micro-fermes. Oui, mais après, ça permet d'en avoir une petite idée. Oui. Ah, c'est super. Produisez-vous des fruits de saison? Alors, Des fruits et des légumes de saison? Oui, en fait je ne sais pas faire hors saison. J'ai pas de pouvoir magique. Et mon objectif c'est d'utiliser le moins possible d'énergie en fait pour produire. Donc je triche le moins possible. J'ai des serres pour essayer d'étendre un petit peu les saisons de mes cultures. Mais des fruits, oui, j'en ai des fruits. Il se trouve que, alors comme ça fait pas très longtemps que je suis installé, c'est très difficile au début d'avoir des fruits parce qu'il faut implanter un verger. Ça prend du temps avant que les plantations donnent des fruits. Mais j'ai la chance d'avoir trouvé un terrain où il y avait déjà un verger qui existait, qui était abandonné depuis 40 ans, mais il y avait des arbres qui étaient en tout cas, qui pouvaient redonner des fruits si on les mettait dans les bonnes conditions. Donc il y a eu du travail de défrichage à faire et de taille. Et j'ai des pommiers, j'ai des poiriers qui donnent déjà pas mal de fruits. Et puis j'ai fait des nouvelles plantations quand je suis arrivé. Voilà, donc il y a des fruits en production, des arbres fruitiers en production, plus des petits fruits. Voilà. Il y a fraises, framboises, cassis, groseilles. Voilà. Comment obtenir une certification biologique? En avez-vous une? Alors oui, j'ai la certification biologique. C'était moins en termes de... Moi j'avais pas vraiment de nécessité absolue à être certifié bio. C'était pas quelque chose après lequel je courais. Mais ce qui m'intéressait c'était de faire partie du réseau en fait. Du réseau des agriculteurs bio. Parce que c'est à partir de là qu'on peut réussir à s'inscrire dans un mouvement de transition en fait. C'est pas en restant à la marge qu'on va réussir à faire quelque chose ensemble. Donc pour moi c'était plus pour créer du lien en fait. Voilà. Faire partie d'un groupe.
Donc la certification bio, comment ça se passe? En fait, moi je suis passé tout de suite en bio en fait, quand je suis arrivé sur le terrain. C'est-à-dire que c'était une grosse friche, mon terrain, ou un espace naturel, on va dire plutôt. Et j'ai juste fait des chemins sur le terrain. Et à partir du moment où il y avait assez de chemin pour faire, déjà pour que je me rende compte que le terrain était suffisamment bon pour faire de l'agriculture, et qu'il y avait assez de sentiers pour pouvoir parcourir à peu près tout le terrain, j'ai fait venir un certificateur bio qui a constaté que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de traitement chimique sur le terrain, puisqu'il y avait des ronces partout, voilà, on pouvait à peine se déplacer sur le terrain. Donc ça m'a permis de passer immédiatement en statut agriculture biologique. Voilà, j'ai pas eu de période de conversion. Normalement il y a une période de conversion quand on reprend une parcelle qui est relativement propre, on va dire, où il peut y avoir un antécédent de traitement chimique. Dans ce cas-là, on passe par une période de conversion. Moi, j'ai pas eu ça à faire, je suis passé tout de suite en bio. Parce que j'ai fait venir quelqu'un avant de commencer à travailler ma terre. Voilà. Et alors, ça coûte à peu près un peu moins de 500 € par an. Un petit peu moins de 500 € par an. Tout dépend de la surface qu'on a en fait. Mais en dessous de 5 hectares à certifier, c'est 430, 450 €. D'accord. S'il y a, devez-vous utiliser des pesticides, des différences avec les autres agriculteurs sur ce point? Il y a forcément des différences avec les agriculteurs en conventionnel, parce qu'eux peuvent utiliser pas mal de produits chimiques. Ils ont des règles aussi à respecter en termes de dosage. En agriculture biologique, on est très limité en termes de produits chimiques qu'on peut utiliser. Moi ici à la ferme, j'utilise pas vraiment de produits chimiques, non. Les seules choses que j'utilise en fait, c'est essentiellement ce que je vous ai dit, c'est avoir un système naturel qui crée des mécanismes de régulation en fait, et qui évite qu'il y ait des problèmes. Quand j'utilise des produits, on va dire, ça va être des produits préventifs, et c'est des produits naturels que je prépare moi-même. Ça va être essentiellement des préparations qui vont prendre la place des ravageurs, des maladies, pour éviter que les maladies s'installent. Voilà. Je fais des cultures microbiennes, de micro-organismes, que je vais inoculer sur mes plantes qui peuvent, pour des familles qui sont sensibles à certaines maladies. Je vais faire squatter les feuilles de mes légumes par des gentils micro-organismes pour éviter que la place soit libre pour des micro-organismes qui seraient moins sympathiques. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est des préparations naturelles à partir de plantes ou de compost. D'accord. Alors, vivez-vous de votre activité? Avez-vous besoin d'aide de l'État et quelle différence avec les autres agriculteurs sur ce point? Est-ce que je vis de mon activité? Je vis chichement de mon activité pour l'instant. Il se trouve que je suis à peu près dans la moyenne du revenu. Le revenu moyen d'un agriculteur en France, c'est 600 € par mois. Et j'en suis à 600 € par mois. Voilà. Donc c'est pas beaucoup. Mais c'est ce que la moyenne des agriculteurs en France gagne. Donc déjà, sur mon terrain, où pour l'instant, hein, j'en suis même pas à 1000 m² cultivés, hein, pendant cette période d'installation, là j'étais plutôt aux alentours de 600, 700 m² cultivés. J'arrive à dégager 600 € par mois. Donc, et en payant mes cotisations sociales et sans avoir d'aide de l'État. Je ne demande pas d'aide de l'État, ni de l'Europe, parce qu'il y a la PAC, la politique agricole commune, on peut demander les aides de la PAC. Ça, j'en bénéficie pas non plus. Donc c'est une des différences par rapport à, je pense, la majorité des agriculteurs. Voilà. J'ai pas non plus demandé d'aide à l'installation. Ça, c'est une des grosses choses qu'on peut demander en tant que jeune agriculteur, les aides à l'installation. Et j'ai fait le choix de ne pas les demander en fait.
Et voilà, pour l'instant, voilà, j'en vis chichement, mais le potentiel est très important pour augmenter ce chiffre-là. Donc pour beaucoup moins de travail qu'un agriculteur moderne, va-t-on dire, vous touchez le même salaire. C'est-à-dire que si vous doublez votre parcelle, donc votre travail, vous pouvez arriver à vous en sortir, à en sortir beaucoup mieux. Oui, alors je ne sais pas si c'est pour beaucoup moins de travail, hein, c'est vrai que je ne fais pas des heures extraordinaires, je n'explose pas le volume horaire comme peuvent le faire pas mal d'agriculteurs, hein, d'après ce que j'entends. Mais c'est surtout que jusque-là, j'étais pas vraiment dans une routine en fait. Pour l'instant, j'étais en développement, j'étais en installation en fait. Et donc j'avais encore des parcelles à préparer, tout en cultivant déjà les premières parcelles. Donc j'étais pas dans un système totalement fonctionnel en fait. Et puis je tâtonnais sur pas mal de choses. Donc maintenant j'ai tous mes 1000 mètres carrés qui sont prêts. J'ai une marge de progression sur beaucoup de techniques que j'utilise ou que j'ai envie d'utiliser. Donc c'est surtout là-dessus qu'il y a une grosse marge. C'est dans le mieux travailler plus que dans le plus travailler. Voilà. Mais ça veut dire aussi travailler en effet sur plus de parcelles. Mais pas forcément plus, parce qu'avant je travaillais sur moins de parcelles, mais j'avais du développement à faire pour agrandir. Voilà. Donc ça va être juste rentrer dans une phase vraiment de travail plus routinier et être moins dans du développement à courir dans tous les sens. On arrive sur la fin. Alors, comment gérez-vous les pertes et les invendus? Alors, les pertes et les invendus, j'en ai pas vraiment en fait. Je fais que de la vente à la ferme. C'est aussi pour ça en fait que je disais que j'avais pas vraiment l'envie d'être certifié bio en fait au départ, parce que j'ai pas la nécessité en termes de débouchés commerciaux de devoir montrer une certification bio pour vendre un magasin par exemple. Je vends tout sur place. Les clients se déplacent à la ferme. Et c'est un des gros avantages que j'ai parce que je suis en milieu périurbain. C'est que je suis vraiment dans la coupure verte entre trois villes, Pleumeur, l'Armor-Plage et Lorient. Et donc les habitants il y a des centres urbains qui sont tout près. Donc les gens se déplacent facilement, contrairement à un agriculteur qui serait plus par exemple plus à la campagne. Voilà. Donc mon système commercial il est relativement simple. Je ne perds pas de temps à me déplacer, ni à avoir à négocier mes prix avec soit une centrale ou avec un magasin. Je fais de la vente directe à la ferme. Donc ça simplifie pas mal les choses. Ensuite, des pertes, des invendus, non j'en ai pas vraiment en fait. J'ai suffisamment de clients qui viennent à la ferme. Voilà. Il y a juste de quoi faire un petit peu d'autoconsommation quoi. Et c'est tout quoi. Rien n'est perdu. Voilà. Sinon je fais un petit peu de transformation si j'ai des choses entre eux. Voilà. D'accord. Quel genre de transformation Bah, ça peut être des confitures, ça peut être mettre certaines choses en bocaux. Voilà. Comme par exemple, si j'ai trop de cornichons, bah, je vais faire des bocaux de cornichons. Je peux faire un peu de transformation pour pouvoir conserver les aliments et les certaines récoltes. Ouais, voilà. Les confitures, pour ça marche bien. Confitures, coulis de tomates. Voilà. Mais j'en fais pas des gros volumes parce que à peu près tout part. Voilà. J'ai pas de perte, il y a très peu de gâchis. Nous sommes le miroir de l'humanité, tous citoyens de ce monde. Olivier, merci. Merci à toi d'être venu. Avant de reprendre ma route, Olivier me confie qu'il organise des visites pédagogiques de son activité. Donc le caractère assez naturel de mon terrain en fait me permet de recevoir pas mal de public sur place. Je reçois notamment des centres de loisirs des communes voisines. Il y a aussi
je monte des projets pédagogiques avec certains instituteurs dans des écoles. Donc des partenariats comme ça où les classes viennent à la ferme. Et suivant le projet pédagogique, parfois j'interviens dans les écoles aussi. Par exemple, ils vont venir faire des semis à la ferme. Et puis quelques semaines plus tard, j'interviens dans l'école pour mettre en place un potager. Et on va faire les plantations. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Avec les centres de loisirs, souvent, suivant l'âge, hein, c'est des activités différentes. Mais ça peut être du travail sur les saisons par exemple, qui puissent observer la nature en fonction des saisons, et puis des activités qu'on fait à la ferme en fonction des saisons. Voilà. Ensuite je fais aussi des animations pour les adultes, voilà, pour des associations, ou juste des animations thématiques sur la nature, ou sur l'agroécologie, sur plein de choses différentes. Voilà, donc pas mal de public qui vient à la ferme. Et ça fait aussi partie de ma volonté en fait, hein, de pouvoir éduquer un petit peu les gens en fait. Pas juste moi faire de la production, mais qu'il y ait aussi toute une sensibilisation, et notamment auprès des jeunes, voilà, pour essayer de faire bouger les lignes un petit peu, et voilà, que l'opinion publique évolue pour aller de plus en plus vers une transition vers une société plus durable. Voilà. Donc c'est être aussi un lieu public assez transparent en fait, et accueillant. Voilà. Pas juste être une exploitation agricole assez fermée. Très bien. Merci.